Luigi, why did you kill Brian Thompson? Luigi, why are you so angry at United Healthcare? In this black van being escorted by NYPD and the FBI. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux affaires criminelles sur la chaîne. Une d'actualité où on reviendra dessus à l'avenir et une autre qui m'a brisé le cœur tant elle est horrible. Je vais vous demander de bien rester jusqu'à la fin parce que je peux vous assurer que vous n'êtes absolument pas prêts. J'en ai fait des affaires horribles, mais la deuxième, elle m'a mis dans une tristesse et une colère que je ne vous raconte même pas. Et je pense que vous allez partager mon sentiment quand vous allez apprendre ce qui s'est passé. Alors sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Pour commencer, on va se plonger dans l'histoire qui a fait beaucoup parler d'elle, celle de Luigi Nicola Mangione. Ce nom n'est peut-être pas inconnu pour certains. Il est devenu synonyme de débat autour de la justice, de l'éthique et des limites que l'ambition humaine peut atteindre. Luigi Mangione, c'est un prodige de l'informatique issu d'une famille influente. Il avait absolument toutes les cartes en main pour réussir. Et pourtant, son parcours a basculé dans l'un des crimes les plus choquants des dernières décennies. L'assassinat du PDG United Healthcare, Brian Thompson. Ici, on peut se poser de nombreuses questions suite au meurtre. Quelles étaient ses motivations? Est-ce que c'était un homme brisé, un justicier, ou simplement une victime de la pression sociale et des inégalités de cette société? Tout d'abord, la question que tout le monde se pose, c'est qui ce Luigi? On va s'intéresser premièrement à sa jeunesse. Né le 6 mai 1998 à Towson dans le Maryland, Luigi Mangione grandit dans une famille qui incarne le rêve américain. Sa famille est italienne et américaine, et c'est l'une des plus respectées de la région. Son père, Louis Mangione, est le PDG de l'Orion Health Service, un réseau florissant de maisons de retraite. Son travail lui donne non seulement de la richesse, mais aussi du prestige et du pouvoir. On peut le dire, c'est un homme et un père qui a réussi sa vie. Sa mère, Kathleen Zanino Mangione, est une femme d'affaires accomplie. Elle dirige une agence de voyage qui est très prospère. Cependant, la figure la plus marquante de son enfance, c'était pas ses parents, c'était son grand-père. Il s'agit de Nicola Mangione. C'est un promoteur immobilier de renom et un homme qui aimait beaucoup aider. Il était à la fois un exemple de réussite et un pilier de la communauté locale. Il finançait des hôpitaux, des écoles et soutenait des causes caritatives, tout en inculquant à sa famille une philosophie d'excellence et de responsabilité. C'était un grand-père qui voulait l'excellence pour sa famille. Il voulait qu'il garde de bonnes valeurs et qu'il puisse réussir dans cette société. Il leur a tout donné jusqu'à une éducation axée sur l'élite. Luigi a fréquenté le Gilman School, une école privée prestigieuse connue pour son programme rigoureux et sa capacité à former les leaders. Là-bas, il se distingue par son intelligence et sa curiosité. Il excelle particulièrement en mathématiques et en sciences, ce qui lui vaut la reconnaissance de ses enseignants. Cependant, grandir dans un environnement de compétition intense n'est pas sans conséquences. Luigi ressent une certaine pression par ses proches et sa famille. Il doit être à la hauteur de son grand-père et de son père. Il devait absolument leur ressembler et réussir comme eux. Autant vous dire qu'il avait une pression énorme et dès sa jeunesse. Bien que Luigi était très talentueux et qu'il ait réussi brillamment dans ses études, certaines personnes de son entourage ont remarqué qu'il avait une tendance à vouloir que tout soit parfait dans ce qu'il faisait. Luigi ne se contentait pas de bien faire les choses, il voulait qu'elles soient parfaites, ce qui pouvait parfois devenir un poids pour lui. Il se mettait tout le temps la pression, il ne voulait rien laisser au hasard. Luigi vivait dans un environnement très exigeant, où il était attendu qu'il réussisse tout ce qu'il entreprenait, sans avoir le droit à l'échec. Tout ça combiné à son perfectionnisme, ça a probablement créé chez lui une pression psychologique très importante. En 2016, Luigi est accepté à l'Université de Pennsylvanie, une institution prestigieuse de la Ivy League. Là-bas, il choisit de se spécialiser en ingénierie informatique, un domaine qu'il aimait beaucoup. Durant ses premières années, Luigi se distingue non seulement par ses performances académiques, mais aussi par sa capacité à penser différemment. Il participe à des projets universitaires novateurs, explorant des sujets comme l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Je vous jure que là, je suis en train de vous raconter sa jeunesse et ça me choque un peu. Parce que moi, encore je suis jeune,
je n'avais pas tout ça à mon époque. J'ai eu mon premier ordinateur Windows à 14 ans, si je me souviens bien. Alors ici, parler d'intelligence artificielle, je trouve que ce monde va trop vite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous jure, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop vite. La jeunesse qu'on a eue, c'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc comme je le disais, Luigi s'intéresse à l'IA. Il se concentre notamment sur les réseaux neuronaux. En gros, pour vous la faire simple, c'est une branche de l'IA utilisée dans des applications très variées, allant des assistants vocaux comme Alexa au système de conduite autonome. Luigi va notamment se faire remarquer avec son mémoire de fin d'études. Il avait pour thématique l'algorithme des réseaux neuronaux. Ses professeurs et des chercheurs du domaine vont trouver son mémoire incroyable. C'est dire à quel point Luigi était un homme à part et intelligent. Il savait parfaitement ce qu'il faisait et il en avait dans la tête. En parallèle de ses études, Luigi effectue un stage chez Firaxis Games, un célèbre studio de développement de jeux vidéo. Il travaille sur des aspects techniques mais aussi créatifs, contribuant à l'interface utilisateur de certains titres. Luigi avait un talent particulier, non seulement pour résoudre des problèmes techniques très complexes, mais aussi pour comprendre ce que les gens qui utilisent ces programmes attendaient ou avaient besoin. Il était très prévoyant et avait une parfaite analyse. Malgré ses réussites, Luigi commence petit à petit à se perdre. Et quand je dis se perdre ici, je parle du point de vue psychologique. Il commence à ressentir de grosses tensions dans sa vie. La pression commençait petit à petit à monter. Il semblait parfois obsédé par ses projets, au point de négliger ses relations sociales. Il ne voyait personne, ne faisait jamais la fête, il ne voyait aucun ami. Après ses études, Luigi rejoint TrueCar, une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de véhicules. En tant qu'ingénieur en données, il contribue à l'amélioration des systèmes d'analyse comportementale. Cependant, bien qu'il réussisse dans son rôle, Luigi commence à se démarquer par son approche solitaire. Selon certains collègues, il travaillait de longues heures, souvent seul, et montrait peu d'intérêt pour les activités en équipe. En 2023, Luigi quitte brusquement TrueCar. Il voulait se consacrer à des projets personnels, mais ses proches et ses collègues remarquent un changement dans son comportement. Peu après, il déménage à Honolulu, à Hawaï, une décision qui va beaucoup intriguer son entourage. Pourquoi abandonner une carrière prometteuse pour aller si loin ? Tout le monde se pose la question, c'était vraiment étrange. Et c'est pas faux quand on regarde bien, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. T'as une très bonne situation, et là, du jour au lendemain, tu pars au bout du monde. Ça reste assez rare. À Hawaï, Luigi vit une vie discrète, consacrant son temps à la recherche et à des projets personnels. Il publie plusieurs articles en ligne critiquant le système de santé américain et en particulier les grandes entreprises comme United Healthcare. Ses écrits deviennent de plus en plus virulents. Luigi Mangione considérait que le système était principalement motivé par l'argent, au détriment de l'humain. Il reprochait à des entreprises comme United Healthcare de priver les plus vulnérables de soins vitaux. Selon lui, ces entreprises limitaient l'accès aux soins médicaux pour les personnes qui en avaient le plus besoin, les sans-abri ou les personnes très malades. Pour Luigi, ces entreprises faisaient ça pour gagner plus d'argent, même si ça avait des conséquences graves pour l'être humain. Des voisins rapportent que Luigi devenait de plus en plus reclus. Ses journées étaient rythmées par de longues heures passées sur son ordinateur. Des témoins ont indiqué que Luigi montrait des signes de grande fatigue mentale et une colère qu'il gardait en lui. Pour eux, il était épuisé psychologiquement. Il était à bout. Il éprouvait de la frustration et de la colère qu'il n'exprimait pas ouvertement, ce qui pouvait le pousser à accumuler des tensions au plus profond de lui. Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, PDG de United Healthcare, est assassiné devant son domicile à New York. Le crime est exécuté avec une précision parfaite, et tout ça laisse penser que tout était calculé. Quelques jours après le meurtre, Luigi Mangione est arrêté en Pennsylvanie. Les autorités trouvent des preuves accablantes. Ils vont trouver une arme correspondant à celle utilisée dans le crime. Ils vont aussi trouver des plans détaillés sur les déplacements de Brian Thompson, ainsi que des messages électroniques dans lesquels Luigi exprimait sa haine envers Thompson et United Healthcare. Les écrits de Luigi révèlent un homme profondément frustré par les inégalités du système. Il voyait l'industrie de la santé comme une grosse corruption, privant les plus faibles pour enrichir les puissants.
Les experts en psychologie qui ont analysé son comportement vont dire que Luigi souffrait probablement de troubles mentaux. En tout cas, tout ça s'est encore plus développé suite à son isolement, lorsqu'il était pendant de longs moments reclus seul chez lui. Tout ça ne l'a pas aidé selon les psychologues. Son obsession pour la justice sociale s'était transformée en une spirale de colère et de désespoir. Il n'avait plus qu'un seul objectif en tête, supprimer celui qui pour lui était une menace. Il voulait tuer Brian Thompson, et c'est ce qu'il va faire. Concernant l'opinion publique, elle est très divisée concernant le cas de Luigi. Pour certains, c'est un héros qui a voulu supprimer un pourri et un riche de cette société. Et pour d'autres, c'est juste un criminel dont les actes sont impardonnables. J'aimerais avoir vos hypothèses sur l'affaire Luigi Mangione et ce que vous en pensez. Selon vous, est-ce qu'on fait face à un héros? C'est la question que je vous pose. Ou est-ce qu'on fait face à un criminel? Le débat est ouvert sous les commentaires, j'ai hâte de vous lire. En attendant sa condamnation, je vous invite à me suivre sur mon Instagram Mogota-sama, qui s'affiche juste ici à l'écran. Là-bas, je vous donnerai la suite des événements vu que le procès est toujours en cours. Aux dernières nouvelles, selon Luigi Mangione, il est non coupable. Voilà la dernière information qu'on a à ce jour. Maintenant, attendons de voir s'il va avoir la peine capitale ou la prison à perpétuité, ou une autre condamnation. Maintenant, sans plus attendre, je vous propose de continuer avec une affaire particulièrement triste. Restez bien jusqu'à la fin, car comme je le disais, je pense sincèrement que vous allez être choqués. Et je préfère le dire, âme sensible, faites très attention à vous. On vit dans un putain de monde de fous. Let's begin. Now, for the first time in Arizona history, a married couple has been sentenced to death. Unanimously find that the defendant should be sentenced to death. Notre histoire nous dirige dans la ville américaine de Phoenix, capitale de l'État d'Arizona. Amy Dill est née le 24 juillet 2000 à Monongahela, en Pennsylvanie. Elle est la fille de David et Shirley Dill. Amy est la troisième enfant du couple. Nous ne connaissons pas le nom de sa sœur ni de son frère. La filiation de la fillette n'est pas certaine. Shirley entretenait une relation extra-conjugale au moment où elle est tombée enceinte d'Amy. C'est le nom de David qui est alors renseigné sur le certificat de naissance. Et ici, nous ne savons pas si le père de famille est au courant. Gardez bien ces éléments en tête car ils auront leur importance dans notre histoire. Shirley et David vivent encore plusieurs années ensemble avant de se séparer temporairement. La femme déménage par la suite avec ses enfants à Donora, en Pennsylvanie. Là-bas, elle y retrouve sa mère. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à cette période. Est-ce que le couple n'en était plus un ? Est-ce que la mère de Shirley était souffrante et elle souhaitait être auprès d'elle? Malheureusement, toutes ces questions vont être sans réponse. La famille se retrouve quelque temps plus tard. Elle déménage dans plusieurs maisons avant de poser ses valises à Midland, au Texas. Elle s'installe chez Judith Dill, 62 ans, la mère de David, et Cynthia Stolzman, 44 ans, la sœur de David. Ils sont plus tard rejoints par Samantha et John Allen, tous deux âgés de 23 ans. Samantha est la fille de Cynthia. La situation se complique progressivement. Shirley est maltraitée sous ce nouveau toit. Elle est très peu considérée par la famille de son mari. Il l'appelle par des noms différents du sien. Shirley se retrouve à assumer la plupart des tâches domestiques. Elle fait également l'objet de violences. La pauvre femme n'obtient aucun soutien de la part de son mari. David cautionne ce qui se passe et y participe. Je me dois de réagir et de vous dire que ce mari était une merde. Depuis quand tu te mets avec quelqu'un pour ne pas la soutenir? C'est du grand n'importe quoi. C'est censé être un peu la femme que tu aimes, enfin, je sais pas. Donc comme je le disais, David accepte la situation. Et il est en plus particulièrement abusif envers Shirley. Cela va durer jusqu'à ce qu'elle se retrouve chassée de la maison. Shirley quitte ses enfants pour une nouvelle ville. Elle emménage à Lola, au Kansas, à plus de 1000 km. Miskina, ça fait vraiment de la peine de voir ça. J'imagine même pas la détresse qu'elle a dû ressentir au sein du foyer. Mais là, sans ses enfants, ça devait être une autre épreuve pour elle. C'était une phase de sa vie où elle a dû terriblement souffrir. Les enfants du couple Dill sont désormais avec leur père et d'autres proches. Le quotidien du foyer Dill est relativement bouleversé. Et d'ailleurs maintenant je vais appeler le foyer ainsi. Ce sera plus simple de les désigner sous le nom de famille paternelle. Le 12 juillet 2011, la police de Phoenix reçoit un appel. Une famille a fait une terrible découverte. Ils ont trouvé le corps d'un des enfants du foyer dans un coffre de rangement en plastique. Une voiture est immédiatement envoyée sur place pour confirmer tout ça. L'enfant est identifié comme étant Amy Dill. Elle semble avoir perdu la vie depuis un certain temps. Et nous ne sommes pas ici sur un foyer ordinaire. Il n'y a pas moins de 12 enfants sur la propriété.
et je ne saurais les relier tous à Amy et aux autres membres du foyer Deal. Et je vous en ai pas fait part plus tôt dans l'histoire, car il est difficile de déterminer à partir de quand tout le monde a été réuni. Est-ce que les vacances d'été ne jouent pas dans le nombre de présences? Enfin, c'est pas mal de petites questions qu'on peut se poser ici. Et les adultes sont nombreux également. Il y a le père d'Amy, sa tante, sa cousine, le mari de cette dernière, ainsi que sa grand-mère. Quand les agents s'aperçoivent de tout ça, ils s'interrogent. Comment une petite fille de 10 ans est-elle morte sans que personne ne l'entende? Il n'y avait pas que le nombre de résidents qui posait question ici. La maison elle-même n'inspirait pas confiance. L'extérieur ne reflète pas ce qui se cache à l'intérieur. Le nettoyage laisse à désirer. Une odeur d'urine traverse les narines des agents de police. L'habitation est bien trop petite pour l'ensemble de la famille. Des tentes sont même installées sur la propriété. C'était certainement pour pallier un manque de place à l'intérieur. Une piscine occupe une autre partie de l'espace extérieur. Les agents de police commencent à interroger les résidents. Le père de la fillette est entendu. David ne vit pas au sein de la maison même. Il dort avec ses 2 enfants dans une tente présente sur le terrain. John Allen, le cousin par alliance, a une explication de la présence d'Amy à cet endroit. Il indique qu'Amy aurait entendu que les adultes se couchent pour quitter sa chambre. Elle a trouvé le coffre, lui donnant une étrange idée. La fillette se serait introduite à l'intérieur et l'ouverture se serait coincée sur elle, d'où le fait d'être restée à l'intérieur. Le reste de sa famille rejoint ces déclarations. L'enquête de voisinage débute en parallèle des récits faits par les proches. Les témoignages sont explicites. Les résidents proches ont déjà entendu des cris provenant de la maison. Les enfants étaient vus errant dans la rue à des heures où ils auraient dû être au lit. Certains n'avaient pas de vêtements convenables ou de chaussures. Les plus petits n'avaient pas toujours de couches. Un des voisins aurait vu des bébés installés et manger dans des chaises hautes tard le soir. Ils se trouvaient à l'extérieur de la maison et sans surveillance. Les voisins étaient conscients que des choses graves étaient en train de se passer. Pourtant, aucun d'entre eux n'a fait le signalement auprès des autorités. Ils ne souhaitaient pas briser une famille, d'après les termes employés. Donc là, t'as plusieurs voisins qui voient des choses complètement bizarres, mais qui ne font rien. Ils sont là à réfléchir à ne pas faire de tort à la famille, mais les enfants dans tout ça. Je crois qu'ici, ils ont oublié l'essentiel. C'était les enfants qui étaient en train d'en pâtir. S'ils avaient juste signalé une seule fois, je ne serais peut-être même pas là pour vous raconter cette histoire. Mais malheureusement, ça va pas du tout se passer comme ça. Le corps de la petite fille est examiné par le docteur Philip Keane. Et Amy n'a pas l'apparence d'une petite fille de son âge. Elle ne pèse que 27 kilos à 10 ans. La fillette souffrait clairement de malnutrition. Ses vêtements étaient sales. La cause de la mort est déterminée. Et Amy s'est évanouie avant de s'étouffer dans le coffre. Quelques ecchymoses laissent supposer qu'elle s'est débattue à l'intérieur. On estime que la fillette y est restée durant 6 heures. Le rapport de ses blessures permet de déterminer la position au moment de sa mort. Elle a des hématomes sur les genoux. Ils ont frotté contre la paroi du coffre. Elle avait visiblement la tête baissée, le menton au plus près de son buste. Ses jambes étaient repliées sur sa cage thoracique. Il y a peu de chances pour qu'Amy se soit introduite dans le coffre toute seule. Les enquêteurs souhaitent comprendre la dynamique du foyer. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on est sur une maison bien peuplée, plusieurs adultes ainsi qu'une dizaine d'enfants. Les recherches se révèlent alors fructueuses. La famille a déménagé à plusieurs reprises. Et cela ne semble pas être motivé par des opportunités professionnelles. Le foyer Deal se déplace dans pas moins de 5 États sur plusieurs années. On a déjà parlé de la Pennsylvanie et également de Midland au Texas. La famille s'établit un temps à Tucson en Arizona, puis s'ensuit des déménagements au Wisconsin et à Ogden dans l'Utah. À l'échelle des États-Unis, nous sommes sur des distances importantes entre chaque destination. Des signalements ont été effectués auprès des services sociaux avant l'emménagement à Phoenix. Déjà au Wisconsin, les déclarations font part des conditions de vie des enfants. Ils n'ont pas un cadre de vie normal et il manque énormément de soins. Le lieu de résidence n'est pas approprié. Le foyer Deal esquive les services de protection en quittant l'État. Amy est également remarquée à l'école d'Ogden notamment. Le personnel de l'établissement où est scolarisée Amy font état de nombreuses négligences. La fillette se présente avec des vêtements sales quotidiennement. Elle a des poux régulièrement ainsi qu'une mauvaise odeur. Son hygiène est sujet à de nombreuses questions. Un jour, on s'est même rendu compte qu'un animal avait uriné dans ses chaussures. Les autres enfants du foyer ne sont pas moins concernés par les négligences. Mais le corps encadrant de l'école note qu'Amy semble être le bouc émissaire du foyer. Mais ici, le foyer Deal ne se rend pas compte qu'on s'intéresse de nouveau à lui.
Les services de protection de l'enfance n'ont pas le temps de faire le nécessaire. La famille quitte la ville et l'État afin d'échapper aux poursuites. C'est ainsi qu'il déménage à Phoenix, en Arizona. Il est également décidé que les enfants seront scolarisés à la maison. Les adultes ne leur donneront aucune éducation, les pauvres. Ces enfants n'avaient clairement pas de chance, ça, on peut le dire. Je comprends même pas comment des adultes peuvent faire ça à des pauvres enfants, sérieux. Ils mériteraient tous que je sorte Mogo Junior. Ouais. L'enquête se déroule sur 16 jours avant les premières arrestations. Le 27 juillet, le couple Allen est interpellé au domicile familial. Les premières déclarations vont à l'encontre des découvertes réalisées. Les deux cautions sont fixées à $1 million. Judith et Cynthia sont arrêtées peu de temps après. Elles doivent régler la somme de $500 000 chacune si elles souhaitent rentrer chez elles. David, quant à lui, est le seul adulte en liberté. Il en appelle à des proches et des amis afin de réunir l'argent nécessaire. Conduits au poste de police, les suspects sont de nouveau interrogés. Et les premières déclarations n'ont pas convaincu les enquêteurs. L'enquête de voisinage a démontré que des actes malveillants avaient lieu au sein de l'habitation. John n'a d'autre choix que de revenir sur son témoignage. En réalité, la présence d'Amy dans la boîte n'est pas due à un accident. L'homme révèle enfin que la fillette a été punie à l'intérieur. Samantha, acculée, reconnaît son rôle à son tour. Elle n'a pas pu ignorer la présence d'Amy dans le coffre. La prisonnière criait à travers afin qu'on la libère. Pauvre enfant, ça fait vraiment de la peine. La femme raconte désormais qu'elle pensait que son mari ferait sortir Amy avant d'aller dormir. L'homme n'a rien fait du tout. Les membres de la famille ont laissé la fillette mourir, sans rien faire. Les nouvelles déclarations sont l'occasion de découvrir tout ce qui s'est passé envers Amy. La protection de l'enfance était loin de connaître l'étendue des faits. Les sévices d'Amy ont été nombreux et plus cruels les uns que les autres. La liste des horreurs risque d'en choquer plus d'un. On lui a nettoyé le visage à l'aide d'une brosse en fer, sous prétexte qu'elle avait menti. Elle a subi des coups de pied au visage alors qu'elle était dans l'incapacité de se défendre. Ces agresseurs n'hésitaient pas non plus à user d'objets ou d'accessoires. Parmi eux, des coups de ceinture ou des gros bâtons en bois. Tout était bon pour la faire souffrir. Rien n'est épargné à la fillette. Voilà pourquoi je vous dis que Mogo Junior aurait été nécessaire pour ses parents. Faut vraiment être une merde pour toucher ainsi son enfant. Je vous promets, cette histoire me met hors de moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas traité une histoire sur un enfant et malheureusement c'est l'une des pires que j'ai à vous raconter. Et je remarque que c'est toujours aussi compliqué de se contenir. Enfin bref, je pense que pour tout le monde, vous comprenez ma colère. Comme je le disais, la fillette n'a pas une seconde de répit. Chaque jour est l'occasion pour elle de subir une nouvelle torture. Comme marcher pieds nus sur des canettes en aluminium pour les écraser, ou recevoir de la sauce pimentée dans la bouche, voire même des excréments de chiens. Ce n'était apparemment pas la première fois qu'elle subissait le châtiment de la boîte. Amy s'y serait retrouvée enfermée à de diverses occasions, par des personnes différentes. C'est David lui-même qui a initié en premier cette punition cruelle en décembre 2010. Il l'aurait d'ailleurs jetée dans la piscine avec Amy à l'intérieur. Cette dernière avait crié peu avant qu'elle n'arrivait pas à respirer. L'homme aurait sorti le coffre avant qu'il ne s'enfonce dans l'eau. Le coffre en question contenait fut un temps la collection de poupées de la sœur d'Amy. Les poupées se sont accumulées au fil du temps, si bien qu'il a fallu trouver un autre contenant afin de les réunir. Ici, j'ai l'impression que même cette collection avait plus de valeur que la vie d'Amy. Quand quelqu'un maltraite Amy, les autres membres de la famille ne réagissent pas. C'est bien pire que ça. Les autres adultes regardent comme si c'était un spectacle. Ils étaient tous dans un stade de cruauté inouï. La pauvre fille est si peu considérée qu'elle dort à l'occasion dans une baignoire. Amy n'a alors ni coussin ni couverture. Et tout ça parce qu'elle avait uriné dans son lit. Je ne sais pas si cette punition est occasionnelle ou permanente. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal de faire une chose pareille à un enfant. La petite recevait des punitions disproportionnées ou des coups pour des situations courantes. Les enquêteurs parviennent à reconstituer les dernières heures de vie de Amy. Les faits font froid dans le dos. Je préfère vous prévenir, la suite est encore plus triste, donc faites attention à vous. Ici, on a plusieurs versions des faits. Je vais tenter de vous retranscrire les événements, et je vous préciserai quand on fera face à des variantes. Amy passe l'après-midi dehors sous un soleil de plomb. Au lieu de jouer, comme n'importe quel enfant de son âge, Amy fait tout autre chose. Elle est obligée de faire des exercices physiques. On l'oblige à réaliser des sauts sur place avec une corde à sauter, et aussi à courir d'un point A à un point B. La chaleur est écrasante, il fait plus de 30 degrés. La fillette s'épuise pendant 1 heure à réaliser ces demandes insensées. Les enfants du foyer souffrent de la chaleur. Un adulte décide de distribuer des glaces à l'eau aux enfants.
Amy en reçoit une. Mais tout le monde ne semble pas d'accord avec cette idée. Les adultes se concertent. Amy n'a pas le droit de bénéficier du même traitement de faveur que les autres. La fillette est punie. D'autres versions laissent entendre que c'est Amy elle-même qui se serait servie. Elle se serait en tout cas retrouvée en possession d'une glace. La fillette aurait d'ailleurs été accusée de vol car elle n'avait pas eu l'autorisation de la prendre. Cette action n'est pas sans conséquences comme vous le savez. La petite subit de nouvelles violences. Elle aurait été forcée de se tenir debout mais dans une posture inconfortable. Si elle s'effondrait en raison de la douleur, on l'obligeait à se replacer. À 1h du matin, John demande à Amy de le rejoindre. La fillette obéit comme de coutume. L'homme oblige Amy à s'installer dans le coffre de rangement. Après l'avoir fermé sur elle, John met un cadenas afin que la prisonnière ne puisse pas se libérer. Il conserve la clé sur lui et part se coucher. Contorsionnée dans ce faible espace, Amy perd la vie. Oui, je ne vous ai pas menti. La situation aurait dégénéré à cause d'une glace. Amy est morte car elle a eu le toupet d'avoir une glace comme tous les autres. Je répète, elle est morte parce qu'elle est partie se prendre une glace. Voyez à quel point c'est de la pure folie. Ces gens-là qui gardaient ces enfants étaient de véritables monstres. J'ai pas d'autre mot pour les désigner. C'était des putains de monstres. La raison qui aurait déclenché les maltraitances d'Amy sont terribles. La fillette aurait été maltraitée car la famille estimait qu'elle n'était pas l'une des leurs. David a refusé de confirmer qu'Amy était sa fille. Le reste de la famille a eu le même discours. Parmi les 12 enfants du foyer, Amy était la seule violentée, en plus d'être négligée. Elle était à la merci de la famille de son père, sans que celui-ci ne la protège. L'histoire extra-conjugale de Shirley était donc un fait connu par le foyer d'Hill. Si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé en début de vidéo. Cette relation extra-conjugale de Shirley. Cette petite fille n'avait rien à voir avec cette histoire, mais c'est elle qui va subir. C'est totalement malheureux et j'ai même pas de mots. Les funérailles d'Amy ont lieu dans la ville de Gilbert, en Arizona. Elle a été incinérée. La fillette a perdu la vie seulement 2 semaines avant son 11e anniversaire. Le calvaire vécu par la fillette met 1 an avant d'être révélé en détail par les autorités. L'histoire choque profondément le pays. 5 membres de la famille font face à la justice dans les années suivant la mort d'Amy. Judith Dill, la propre grand-mère d'Amy, ainsi que Cynthia Stolzman, la grande-tante d'Amy. Cette dernière était d'ailleurs tutrice de la petite fille. C'est le couple Samantha et John Allen qui font face aux accusations les plus graves. David Dill, le père de la fillette, plaide coupable de tentative de violence sur enfant. Il est condamné à 14 ans de prison le 6 juillet 2013. Quant à Judith, elle passe un accord de plaidoyer avec la justice. Elle reconnaît sa culpabilité pour 2 chefs d'accusation de tentative de violence sur enfant. Elle reçoit 2 peines, 10 ans d'incarcération et une peine à perpétuité en septembre 2013. Il en va de même pour la tutrice désignée de la victime. Cynthia accepte de plaider coupable pour tentative de violence et violence envers enfant. Les faits reprochés sont divers. Elle a jeté Amy dans une piscine d'eau froide à plusieurs reprises des mois avant le drame. La fillette s'est même retrouvée la tête plongée sous l'eau. Cynthia reconnaît s'être assise sur le coffre alors qu'Amy se trouvait à l'intérieur. La pression exercée a conduit à faire souffrir davantage l'enfant. La sentence la concernant est plus sévère, 24 ans de prison. Samantha Allen fait face à la justice au mois d'août 2017. La procédure doit durer 1 semaine. Elle est poursuivie pour meurtre au 1er degré. Les preuves sont nombreuses à son encontre. Le manque de remords concernant les faits pèse tout aussi lourd dans la balance. L'accusé finit par être reconnu coupable. La sentence tombe le 7 août. C'est la peine capitale. Cette dernière s'effondre à l'énoncé du verdict. Elle pleure sur son sort dans les bras de son avocat avant de quitter le tribunal. J'ai pu lire également que le procès de Samantha s'était déroulé un peu plus tôt. D'autres sources renseignent un verdict au 26 juin. On est certain qu'elle a eu son procès avant son mari. Le procès de John Allen est reporté à plusieurs reprises. Prévu pour le 30 mai 2017, il est décalé au 12 juin puis en octobre de la même année. Il est accusé de meurtre au 1er degré et de violence à l'égard d'un enfant à l'instar de son épouse. L'homme plaide non coupable des chefs d'accusation reprochés. John Allen est représenté par Maître Gary Beren. L'avocat indique que son client reconnaît sa responsabilité dans le décès d'Amy. Cependant, il n'a jamais voulu que cela se produise. Les explications ne convainquent personne. John est reconnu coupable des chefs d'accusation le 8 novembre. L'accusé est condamné à la peine capitale le 17 novembre.
Le couple Allen va passer les prochaines années de sa vie dans le couloir de la mort. Mais les deux condamnés ne comptent pas se laisser faire. Ils font appel suite à la réception de leurs verdicts respectifs. La Cour suprême d'Arizona confirme la condamnation de John 3 ans plus tard. Samantha Allen est la 55e femme à avoir été condamnée à la peine capitale aux États-Unis. Elle est l'une des 3 femmes incarcérées dans le couloir de la mort. L'État d'Arizona recourt à la peine capitale exclusivement par injection létale depuis 1993. Les dates d'exécution sont établies par la Cour suprême de l'État. Ici, vous vous dites peut-être que depuis le début de la vidéo, qu'une autre personne aurait pu réagir. Une personne dont je vous ai parlé plus tôt ne semble pas avoir refait parler d'elle. Il s'agit de la mère d'Amy, Shirley. Eh bien sachez qu'elle n'a pas disparu toutes ces années sans penser à ses enfants. La mère de famille a malheureusement appris le décès de sa fille. Inutile de vous dire qu'elle est bouleversée par cette nouvelle. Elle fait part aux enquêteurs de son désir de ramener ses enfants auprès d'elle. Shirley a tenté plusieurs fois de les récupérer, mais la famille de son mari faisait tout pour l'en empêcher. Le foyer a déménagé dans des états éloignés afin de brouiller les pistes. Shirley devait reprendre les recherches à zéro dès que cela arrivait. La mère d'Amy, Shirley, a écrit une lettre déchirante à l'attention du tribunal en charge de l'affaire. Elle estime que même la peine capitale est trop douce pour les concernés. Elle leur souhaite les pires sévices, les mêmes qu'ils ont infligés à Amy pendant toutes ces années. Shirley a elle-même subi des violences de la part des Deal. Et je n'ai malheureusement pas plus d'éléments à vous donner la concernant. Je ne sais pas si elle a pu récupérer la garde de ses 2 enfants. L'avenir des autres enfants du foyer n'a pas été donné. J'ose espérer qu'ils ont été recueillis par des personnes dignes de confiance. Autant vous dire que cette histoire m'a rempli de tristesse et de colère. Faire subir ça à des enfants, ils méritent tous, mais absolument tous, la prison à vie. Comment tu peux être amené à faire de telles horreurs? C'est juste inhumain, et surtout envers un enfant, sérieux. Amy est venue au monde dans un foyer en apparence comme les autres. Dernier enfant d'une fratrie de 3. Ses parents Shirley et David se sont pourtant éloignés l'un de l'autre. Sa mère s'est lancée dans une aventure extra-conjugale, puis est tombée enceinte. Le couple se sépare pendant un temps avant de se retrouver. La famille Deal s'établit chez les proches du père de famille. Shirley se retrouve seule face à un groupe désormais. Elle n'est plus vraiment la maman de ses enfants, plutôt la femme de ménage de la maison. Cette situation ne dure pas bien longtemps. Shirley est expulsée de la maison. Elle déménage dans un autre état pour se reconstruire. Le foyer Deal se tourne également vers une nouvelle ville. Amy vit au rythme des déménagements et de la négligence des adultes. Maintenant qu'elle n'a plus sa mère auprès d'elle, les violences débutent. Elle devient un véritable souffre-douleur. Son jeune âge ne dissuade pas les adultes. Elle expérimente des sévices que personne ne devrait avoir à vivre. Amy vit les heures les plus terribles de sa vie, 12 jours avant son anniversaire. En possession d'une glace, elle enclenche malgré elle une énième haine à son égard. La fillette est enfermée dans un coffre en plastique dans lequel elle est étouffée. Tous les adultes résidant au foyer au moment de son décès ont été condamnés. Les motifs vont de la tentative de violence au meurtre au 1er degré. Paradoxalement dans cette affaire, on en sait plus sur les sévices d'Amy que sur ses centres d'intérêt. On ne sait pas ce qu'elle aimait dans la vie. On a cette photo d'elle en tête, celle d'une fillette souriante et aux yeux rieurs. Elle avait cette capacité de garder le sourire malgré le mal qu'on pouvait lui faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Et en passant, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Mogotasama pour avoir plus de bêtises de votre Mogo. Là-bas, je pourrais vous partager plein de choses, donc venez nombreux et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.